Salut à tous, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle année, cette première vidéo de l'année qui démarre. On va revenir un peu sur l'année 2022, parler un peu de l'année 2023, ce que j'attends, voilà, donc c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Bonne année à tous les amis, bonne santé, meilleurs vœux, tout ça, les classiques tu connais, mais non, le plus important j'ai envie de dire c'est évidemment la famille, la santé, tout ça, mais que vos projets se réalisent, hein, j'espère pour ceux qui ont des projets qui sont peut-être plus difficilement réalisables, j'espère que tout ira bien pour vous tout simplement, j'espère que tout ira bien pour moi, et puis on espère une meilleure année côté Barça quand même, hein, parce que là on est fatigué. Là vous sentez un peu la fatigue, là hier soir j'ai fêté comme il se doit cette fin d'année compliqué pour tout le monde, pour le Barça, tout ça, mais quand même, on va revenir un petit peu sur l'année... J'ai un peu explosé, ouais. Sur l'année du Barça, sur mon année à moi, j'ai envie de dire. L'année 2022, donc, qui s'est achevée hier soir à minuit, pour moi, elle a été assez, bon, mitigée, on va dire, mais en vrai, assez belle, tu vois. Parce que, comme vous le savez, depuis cette année, depuis cet été-là, donc quelques mois déjà, j'ai emménagé à Barcelone, donc pour moi, c'est quand même un grand kiff. Forcément un gros changement dans ma vie, j'ai envie de dire. En un an il s'est passé des choses, il s'est passé quand même pas mal de choses, que ça soit avec le Barça ou dans ma vie j'ai envie de dire personnelle. Comme je l'ai dit, donc voilà, j'ai emménagé, mais aussi par rapport à la chaîne YouTube. Il s'est passé plein de choses déjà, bon dans les matchs, il y a eu la Coupe du Monde, tout ça, il y a eu le Barça qui s'est fait déchirer en Ligue des Champions, qui est redescendu en Ligue Europa, on a eu un mercato, tout ça, bref, je vais revenir. Je vais essayer de pas parler de choses trop négatives ou quoi. On va rester un peu dans le positif pour cette nouvelle année quand même, on va démarrer l'année assez bien. Mais voilà, il y a un an, jour pour jour, j'avais 5600 abonnés sur ma chaîne. Donc là, vous le savez, on est à un peu plus de 24 000 abonnés. Donc c'est plutôt sympathique. C'est plutôt sympa. J'ai pris quoi, ouais, quasiment 20 000 abonnés en un an. Donc je trouve ça plutôt cool. Forcément. Après mes objectifs pour la saison prochaine, est-ce que j'aimerais bien dans un an arriver à l'année prochaine, arriver à 50 000 abonnés, je pense, ça serait cool, même si franchement j'aimerais bien plus, mais je pense que dans les objectifs réalistes, je dirais que je pourrais arriver jusqu'à 50 000 abonnés, pardon. C'est un objectif, j'ai envie de dire pour moi, c'est quelque chose de réalisable, je pense, et ça serait cool tout simplement, ça serait cool. Donc voilà, comme je l'ai dit, en un an il s'est passé des choses, le Barça, voilà, de retour en Ligue Europa une première fois, élimination, il s'est passé des mauvaises choses. Après l'été il y a eu quand même des choses sympas comme le mercato qui a été plutôt sympathique. Après tout ne s'est pas passé comme prévu évidemment, hein, on va pas se mentir, je pense que pas besoin de ça. Et là on est de retour en Ligue Europa. Bon voilà, on va quand même rester un peu sur la chaîne YouTube, il s'est passé quand même pas mal de choses, il y a eu la Coupe du Monde, ma première Coupe du Monde, évidemment, parce que j'ai commencé ma chaîne YouTube les gars il y a un peu plus d'un an, hein, en septembre 2021 je crois bien, donc autour de là, il me semble. Et il n'y avait pas eu de Coupe du Monde, il n'y avait pas eu d'Euro, donc forcément j'avais pas d'événements comme ça hors Barça à faire. Donc ça fait bizarre de commenter des matchs hors Barça, ça fait bizarre de commenter des matchs que j'ai pas l'habitude de regarder. Hein. Pour cette Coupe du Monde, j'ai eu pas mal de retours positifs d'abonnés quoi, dans les commentaires qui m'ont donné de la force, qui m'ont soutenu, qui m'ont dit que qui m'ont remercié d'avoir fait autant de matchs de leur pays, tout ça. Et franchement ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai pas fait de vidéo de bilan de Coupe du Monde et tout ça pour revenir là-dessus, pour remercier les abonnés, tout ça. Je le fais maintenant parce que forcément d'avoir des soutiens comme ça dans les commentaires et beaucoup de soutien quoi, pas juste un message. Bon voilà, plusieurs, on discute souvent aussi avec certains abonnés sur Instagram par message, sur Twitter aussi ça arrive. Dans les commentaires là, j'essaie de répondre un maximum, ou quand je réponds pas, même de toute façon je lis la plupart des commentaires, même les commentaires négatifs. Mais voilà, généralement c'est assez positif. Il y a plus de positifs que de négatifs. Et pour la Coupe du Monde, voilà, j'ai eu beaucoup de remerciements, beaucoup de soutien, beaucoup de force, tout ça. Et ça m'a fait vraiment plaisir, franchement. Ça donne de la force pour continuer, tout simplement, et essayer de faire les choses encore mieux, tout ça, et de continuer à progresser, tout ça. Parce que c'est que le début, évidemment, c'est que le début. Moi, ça fait un peu plus d'un an que j'ai commencé, donc voilà, on verra ce que l'avenir nous réserve. Je sais pas à combien de temps ça durera, mais j'espère faire ça longtemps, et puis après on verra sur quoi ça débouche, ou on verra bien. Bon, maintenant que le message positif est passé, on va revenir un peu sur les questions sur le match d'hier.
Il y aura pas d'analyse de but et tout ça, parce que bon, ça sert à rien d'analyser un but sur corner et un penalty. Hein, voilà, il y aura pas d'analyse trop approfondie. J'avoue que c'est un peu, j'ai pas la forme pour le faire, pas assez dormi. Donc on va commencer. Je vais répondre. J'ai pas préparé les réponses ni rien. Là, je vais prendre les questions et j'y réponds comme ça en freestyle. Donc on commence par Ryan Monir qui pose la question quand est-ce qu'on pourra mettre des rouges à certains arbitres? Là, Matteo Laos. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense que de toute façon, on a parlé quand même pas mal d'arbitrage dans le débrief d'hier. Je pense que ça a été quand même une chose assez importante dans ce match-là. On peut pas occulter non plus, parce que on le dit souvent, faut pas parler d'arbitrage, faut pas pleurer sur l'arbitrage, parce que voilà. Et comme je l'ai dit hier, de toute façon, ce n'est pas uniquement l'arbitrage qui a fait, même si l'arbitrage n'a pas aidé à ce que nous, spectateurs, on voit un match correct, hein, ça on le sait. Ça n'excuse pas le match du Barça. Le Barça aurait dû tuer le match bien avant, que ça parte vraiment n'importe comment, quoi. Mais de toute façon, les matchs de Matteo Laos, on les connaît, ça part tout le temps n'importe comment, et il ne tient jamais ses matchs, et tu peux pas jouer au football en fait dans ces conditions. Tu peux pas bien jouer au football, avoir un match de football normal en fait dans ces conditions. On le voit de toute façon, les arbitres de Liga sont catastrophiques, clairement. J'ai vu un chiffre là hier sur Twitter qui montre les cartons rouges directs dans les différents championnats. Donc en première ligue, en Bundesliga il y en a 8 je crois, je le fais de tête, mais en première ligue il y en a 9 je crois, alors que c'est des championnats qui sont beaucoup plus intenses, beaucoup plus agressifs. Après on laisse un peu plus jouer, ok, mais ils y vont quand même beaucoup plus fort que nous. Et bon, je me souviens plus de l'Italie, mais en Liga c'était 42 cartons rouges. Donc dire que les arbitres de Liga sont très mauvais et qui ne savent absolument pas arbitrer, qui ne sont pas maîtres qui ne contrôlent pas bien le match, c'est c'est un doute euphémisme. Ensuite, les retours des questions sur Ferran Torres. Dieu béni KMD qui dit à quoi sert Ferran? Alors, tu sais la question, à quoi sert Ferran? Ah, je peux te le dire, hein. La seule chose à laquelle il sert pour le moment, c'est de libérer des espaces pour ses coéquipiers et de faire des bons appels. On va pas se mentir. À quoi sert Ferran? Je vais pas te dire qu'il sert à marquer 50 buts par saison, tout ça. Ça, on le sait. Je pense que la question, voilà, elle est assez classique. Après, on peut se poser des questions sur pas mal de joueurs. Mais vous le savez, moi, je n'ai pas tendance à caresser dans le sens du poil. Que ça soit mes abonnés ou quoi, j'aime bien dire les choses assez franchement. Mais si on doit critiquer un joueur hier, je vois pas pourquoi on critiquerait Ferran, tu vois. Enfin, il y en a plein. Il y en a plein à critiquer, je pense. Voilà. Après, voilà, on en a marre de Ferran qui, depuis quelques mois, voilà. Mais où sont les discussions sur Dembélé, qui est là depuis 6 ans, quand même. Voilà. Voilà. À quoi sert Ferran? À pas grand chose. Mais à quoi a servi l'équipe hier? À quoi sert Ansu Fati? À pas grand chose. À quoi a servi Lewandowski hier? À pas grand chose. À quoi a servi Pedri hier? À pas grand chose. Voilà, il y en a plein des comme ça. Il y en a plein. Donc bon, voilà, c'est le mood actuel, hein, de toute façon, c'est comme ça. Je passe à une autre question. Donc une question de DRK qui dit: j'ai peur que Dembouz perde en confiance parce qu'avec son match là, ouais, bah voilà, hein, on y est. Je pense pas que Dembélé perd confiance parce que pour moi, il a pas, comment dire, sans être, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais disons que Dembélé, il a pas, je sais pas comment dire ça gentiment. Il a pas la lumière à tous les étages. Alors dit comme ça veut peut-être rien dire, mais en soi, c'est pas un joueur très qui va, j'ai pas l'impression que ce soit un joueur vraiment qui va se poser des questions. Il fait une finale dégueulasse de Coupe du Monde. Il revient à l'entraînement. Xavi, il dit: j'ai vu un Dembélé hyper content, souriant, tout ça. Il se pose pas de questions, Dembélé, en fait. C'est peut-être ça le problème aussi. C'est qu'il on a beau perdre ou faire des matchs dégueulasses, lui, il s'en fout, en fait. Il est là, il est content, il joue au foot, il est payé. On dirait qu'il se pose pas vraiment de questions. Alors, je pense pas que Dembélé perde en confiance vraiment, mais après qu'il soit inutile dans les matchs, bon, ça serait pas vraiment une nouvelle, hein. On le sait, Dembélé, il a des grandes capacités, un énorme potentiel à être un excellent joueur. Il a des capacités physiques et techniques hors du commun, ou alors en tout cas au-dessus de la moyenne, mais dans certains matchs il ne sait absolument pas s'en servir. Il a un QI football très très bas, quoi. De toute façon, c'est comme ça, hein. Il y en a qui ont des QI football assez élevés, comme par exemple Ferran Torres qui a un QI football beaucoup plus élevé, mais qui est en dessous de tout quand il s'agit de passer des joueurs, de marquer, tout ça, qui est vraiment pas au niveau, quoi. Dembélé, bon, Dembélé en ce moment c'est aucun des deux, donc c'est complexe, mais il a cette capacité à percuter et à dribbler, quoi. Après, le problème c'est qu'il faut aussi essayer d'en faire autre chose, quoi. C'est pareil pour les autres, hein. Il n'y a pas de problème avec, j'ai rien contre Dembélé, hein. C'est pareil avec Rafinha, c'est pareil avec Ansu Fati. Au bout d'un moment, les ailiers, c'est bien de percuter des fois, c'est bien de passer, c'est bien de faire des bonnes passes, mais il faut être décisif, il faut être tranchant, percutant. On n'a aucun tranchant en fait, devant on n'a rien, quoi. Ça ronronne de fou, quoi, et j'espère que cette année là ça va changer. On a passé une année 2022 à ronronner, frère, à regarder
des matchs de foot où ça tournait en rond, possession stérile, on le connaît. Au bout d'un moment, faut que ça soit tranchant, faut que ça soit décisif, faut que ça percute, faut que ça fasse quelque chose, quoi. J'ai l'impression qu'on n'apporte pas vraiment de danger, quoi. On n'apporte pas vraiment un énorme danger à l'adversaire. Question ensuite de Pablo qui dit enfin un bon arbitre, trouves-tu pas? Exactement, un arbitre excellent de Liga, de cet excellent championnat. Ensuite on a Greg qui dit Alba ne doit jouer que si Baldé est blessé ou fatigué, sinon c'est sur le banc. Ouais, je suis d'accord, hein. Quand on a vu Baldé rentrer, il a percuté. Après que Jordi Alba il joue de temps en temps, il a apporté quand même pas mal de choses ces derniers temps. Il a fait des bons matchs, donc j'ai rien contre Jordi Alba. Après oui, forcément pour le futur, moi j'ai le même discours avec Busquets. Busquets il peut jouer de temps en temps, mais on doit installer Frenkie en 6 parce que de toute façon on n'a pas d'autre choix, même si pour moi le Frenkie en 6 n'est pas la solution idéale. On l'a vu contre l'Espagnol dans le match où il a joué en 6, il a fait un match plutôt bon, il est passé en relayeur plus haut et il a été beaucoup mieux en fait. Il a ses capacités, ses qualités techniques, ses qualités de joueur sont meilleures quand il ne joue pas en 6, quand il joue plus haut, ou alors qu'il a plus de liberté, qu'il joue en double pivot et qu'il peut jouer à moitié en 6, aller chercher les ballons assez bas et se projeter en avant, c'est tout en fait. Ce n'est pas plus compliqué que ça, c'est comme ça que joue Frenkie, il faut qu'il joue dans un double pivot, bordel. Mais on joue pas en double pivot ici, donc voilà, c'est le casse-tête Frenkie. Mais bon bref, c'est pas la question. Alba, oui, il faut le mettre sur le banc. Mais j'ai rien contre le fait qu'il joue, Jordi Alba. Peut apporter encore certaines choses. Après, oui, il faut mettre Baldé en place et il faut le faire progresser un maximum et qui level up assez rapide. Autre question de Greg qui dit le match de Lewandowski a commencé quand Frenkie est monté d'un cran, il doit avoir un joueur plus près de lui. Ouais, c'est ça, c'est qu'on voyait en début de saison Pedri qui jouait proche de Lewandowski, vraiment en début de saison, vraiment dans les matchs de pré-saison, peut-être premier match de la saison, des trucs comme ça. Et après Pedri il a commencé à jouer plus bas, ce que je n'ai pas forcément compris. J'ai compris à par moment pourquoi il jouait plus bas, parce que bon, il y a le truc Busquets aussi, il est obligé de jouer plus bas parce que Busquets, on le sait, quand il y a des contre-attaques, c'est très compliqué pour lui, donc il faut un joueur qui joue un peu plus bas quand même pour couvrir au cas où. Mais quand il joue avec Frenkie, il devrait jouer plus haut, le Pedri. Après Frenkie qui joue haut, moi je trouve ça intéressant comme je l'ai dit. Il a des qualités techniques, des qualités même où il peut passer les gens, il peut percer des blocs. Si Frenkie, je l'ai déjà dit, hein, si Frenkie il arrive à percer des blocs au milieu de terrain, il peut très bien arriver à percer des blocs, à provoquer, balle au pied, un peu plus haut aussi. Et percer donc des défenses, tu vois, et apporter beaucoup plus de danger. Donc. Ensuite, Nordine Moubarit dit malgré l'arbitrage, on a retrouvé le jeu de l'Espagne stérile, pas de diff en attaque. Exactement, moi je voulais faire une vidéo sur ça, bon j'en ai pas fait parce que voilà, il y avait les fêtes de fin d'année, il y avait pas mal de, j'étais un peu occupé, mais exactement, c'est ce qu'on a vu pendant cette Coupe du Monde là, c'est que l'Espagne on a vu vraiment ce qu'il fallait pas faire. Après ça ne veut pas dire, moi je vois souvent des gens qui disent qu'il faut changer de style de jeu, absolument pas. Je veux dire, on voit très bien Pep Guardiola qui a adapté son jeu de position, hein, c'est pas le jeu de possession, le jeu de position qu'il a adapté au Bayern, ça a très bien marché, il a adapté à City. Alors oui, il n'a pas gagné le Ligue des Champions, je sais bien, mais il a marché sur tout le monde en fait, sur les championnats. À chaque fois qu'il est arrivé dans une nouvelle équipe et qu'il a pris en main l'équipe et qu'il a mis en place son jeu, qui est quand même très proche du jeu du Barça, sauf que là, cette équipe, elle est pas proche du jeu du Barça, ou le jeu du Barça qu'on a aimé, ou alors bref, les équipes de Guardiola, parce qu'il y a rien devant quoi, il y a pas ça manque de cojones quoi, clairement, personne n'ose dans cette équipe en fait, c'est clair. Les ailiers ils se contentent d'essayer, que ça soit Dembélé ou quoi, ils se contentent d'essayer de passer, voilà, mais il n'y a pas vraiment de danger très franc. Les autres ailiers, bon, bah voilà, ils sont en dépression. Lewandowski, c'est le seul devant, voilà. Et les milieux de terrain, c'est bien, c'est des joueurs de talent. Moi, Pedri, Gavi, je les aime beaucoup. Frenkie, j'aime beaucoup ses qualités, tout ça, mais peu importe qui y a au milieu, il y a personne qui tire, quoi. Pedri, on le sait, il tire absolument pas. Et personne n'ose, personne ne tente de dribble, vraiment personne sort de sa zone de confort, en fait. Les mecs, ils jouent, voilà, ils restent dans leur zone de confort, on va se faire des passes entre nous et ça va aller. Non, au bout d'un moment, faut oser, faut tenter des choses, sinon on va pas avancer, ça c'est clair. Ensuite, Aliou qui dit est-ce que la Liga pourra un jour considérer Mateo Lahoz comme un arbitre de mierda? Non, parce que la Liga est dirigée par Tebas. Comme l'avait dit un ancien arbitre, 90% des arbitres de Liga sont des madridistas. La Liga ne considérera jamais les arbitres comme ça de Liga comme des arbitres comme tu dis, parce qu'ils sont tous madrilènes, donc il n'y a aucun problème. Question de Diaps qui dit je devrais peut-être pas dire ça, est-ce que Xavi est vraiment l'homme de la situation? Alors tu as le droit de dire ce que tu veux, frérot, il y en a plein qui le pensent déjà depuis longtemps, même avant que Xavi arrive, qui disent ramenez-nous Koeman, c'était trop bien, et je crois qu'ils ont oublié un peu les matchs sous Koeman, ou alors ils sont, je sais pas. Mais tu as totalement le droit de penser que Xavi n'est pas l'homme de la situation. On peut être dans le droit de se poser, de commencer à se poser quand même pas mal de questions là-dessus,
Parce que si les résultats ne viennent pas, tout ça, si la mayonnaise ne prend pas, au bout d'un moment, on peut se poser la question, est-ce que Xavi est vraiment l'homme de la situation? Alors, Xavi, ses connaissances footballistiques, tout ça, elles sont plutôt pas mal. Mais après, en tant que coach, ça reste un jeune coach. Voilà, je pense que certains ont tendance à l'oublier. Moi, j'aime beaucoup Xavi. J'aime beaucoup ce qu'il a apporté à l'équipe, que ça soit dans la progression des jeunes, ou que ça soit dans la progression du jeu, dans la façon de jouer. Je veux dire, je préfère voir ce Barça-là, dans tous les cas, peu importe les résultats, je préfère voir. Parce qu'après, on oublie facile qu'on a quand même perdu je sais pas combien de matchs d'affilée, ou fait des matchs nuls contre des Valladolid, contre des Rayo Vallecano, on perdait tout ça avec des Koeman, genre. Et en plus de ça, on jouait dégueulasse, genre, de façon dégueulasse. Mais bon, même quand on gagnait sous Valverde, les championnats, c'était moche, la façon de voir jouer. Donc, moi, ce que Xavi a apporté là, c'est surtout cette saison, même la saison dernière, on n'oublie pas certains matchs qui ont été très beaux à avoir joué, comme le Classico 4-0. Après, ouais, c'est facile de citer qu'un match comme ça, mais il y a eu quand même pas mal de matchs où on a quand même beaucoup mieux joué. Tu vois, après ça reste un jeune coach, Xavi, ça c'est clair. Alors est-ce que voilà, c'est comme les excuses avec Pedri ou Gavi, il est trop jeune. Alors à ce moment-là, s'il est trop jeune, si c'est ça l'excuse, il faut pas qu'il joue. Et là, on peut dire pareil avec Xavi. Si à ce moment-là, il est trop jeune pour entraîner, il a pas assez d'expérience pour entraîner le Barça, fallait pas qu'il vienne. Bon, c'est une excuse valable aussi, j'en sais rien, mais moi je suis toujours, j'ai confiance, on va dire, j'ai foi en Xavi, on va dire. Je pense qu'il va faire le taf. Tout simplement, que ça va prendre, ça prend du temps. Ça, je l'ai dit, je l'ai répété 1 milliard de fois. Après, il y en a qui sont peut-être pas d'accord avec moi, il y en a qui veulent pas entendre ça, qui veulent pas écouter ça. Grand bien leur face, comme vous voulez, les gars, on fait comme on veut. Mais moi, je suis désolé, il faut être patient en fait. Ça prend du temps. Ça prend du temps, on l'a vu avec d'autres clubs, alors on va dire ouais mais nous on n'est pas Arsenal, on est le Barça, faut qu'on gagne. Ouais je veux bien, mais frère, Arsenal avant c'était aussi un grand club de première ligue, hein, et avant qu'il tombe dans le néant et qu'il finisse 10ème tous les ans là, pendant je sais pas combien de temps. Ouais mais Arteta il est arrivé, au début il s'est fait clasher tout ça, et puis au bout d'un moment voilà, là il est premier de première ligue, avec 7 points d'avance sur City quand même. City qui a une équipe de fou quoi. Alors que Arsenal ils ont une équipe assez jeune, voilà, il y a un mélange un peu, mais c'est pas non plus, quand tu regardes les joueurs, il n'y a pas que des top players. Tu regardes l'équipe de City ou l'équipe de Liverpool, elle est au-dessus, hein, l'effectif. Donc voilà, ça ne veut rien dire. C'est comme Liverpool avec Klopp, quand il est arrivé de Dortmund, voilà, Dortmund il faisait les choses bien, tout ça, il est arrivé de son petit cocon, il est arrivé à Liverpool, au début ça ne marchait pas, et au bout d'un moment ça a fini par marcher, ils ont fait des bonnes choses, ils ont gagné le championnat, enfin bref, ils ont fait des trucs quoi. Mais ça a duré combien de temps la mauvaise passe, on va dire. Et on va pas me sortir que Liverpool n'est pas un grand club, on peut en penser ce qu'on veut de Liverpool, ça reste un très grand club, donc voilà, faut être patient, c'est tout, faut être patient. Après, je comprends qu'il y en a certains qui ne veulent pas être patients, voilà, vous faites ce que vous voulez les gars, mais voilà, on a le droit de penser ce qu'on veut, que Xavi ne soit pas l'homme de la situation, ou alors que oui, ou alors que on n'a pas le droit d'attendre, il faut des résultats directs ou quoi. Je suis d'accord qu'il faut des résultats, moi je pense toujours qu'on peut gagner cette Liga, après on verra, écoutez, je ne sais pas. Si on fait une saison blanche et que vraiment l'équipe elle commence à vraiment régresser tout ça, bah à ce moment-là, oui, il faudra changer de coach et puis on verra, on fera venir je sais pas qui, et puis peut-être que ça sera mieux. Ensuite, Andrea qui dit on n'a pas le droit d'être heureux pour une reprise, nous n'importe quoi cet arbitre. Ouais, je pense que c'est comme ça. On ne pourra jamais être heureux avec le Barça. on l'a été. Moi je pense qu'il y a un problème aussi chez les supporters, mais ça me concerne moi aussi, hein, mais c'est que on est pour beaucoup en plus. Moi c'était un peu avant. Moi j'ai commencé à supporter le Barça quand on avait gagné des champions, Ronaldinho on connaît, hein, 2005. Et après il y a eu vraiment une phase de moins bien. C'était de moins en moins bien. J'ai vu les humiliations où on faisait les haies d'honneur pour le Real Madrid à domicile. Ça fait mal, ces choses-là. Puis après, j'ai vu la dernière année de Rijkaard où il y avait Messi, heureusement. C'était la dernière année de Ronaldinho. Voilà, c'était assez pauvre dans le jeu, c'était pas fou, quoi. Et après, on a tous vécu, pour certains, hein, j'imagine, pour pas mal d'entre nous, l'époque Guardiola. Pour ceux qui n'ont pas connu, ils ont connu le Barça avec l'époque Luis Enrique, avec la MSN. Et maintenant, on arrive dans une des pires périodes, pas là, mais la saison dernière, tout ça, on arrive dans une des pires périodes du Barça depuis les 30 dernières années, ou voire plus même. Donc là, on comprend pas. On est là à se dire, ouais, c'est pas normal, c'est le Barça. Ouais, mais attends, le Barça, ils ont pas toujours été au top. Il y a eu dans beaucoup de clubs, il y a des périodes où on est catastrophique. C'est pas une excuse, c'est pas une bonne excuse, en tout cas, ça devrait pas être une excuse. On devrait être mieux que ça, mais ce que je veux dire, c'est que ça existe, tu vois. Donc là, maintenant, on est tous choqués parce qu'on a connu le Barça incroyable, et d'un coup, les gars, on a quasiment tous connu le Barça, ou en tout cas été supporter du Barça à un moment où il y avait Messi, on est d'accord. Messi était le meilleur joueur de tous les temps. On avait un milieu Xavi, Iniesta qui était les meilleurs milieux de tous les temps. On avait un Daniel Alves, voilà, qui était un des meilleurs de l'histoire. Bref, on avait quand même une équipe de fous.
et on se retrouve du jour au lendemain avec plus rien. Enfin, petit à petit, des Iniesta, des Xavi qui partent, on n'a jamais su les remplacer. Là, Messi part, on peut pas le remplacer. Donc c'est normal, c'est normal. Il faut qu'on retrouve en fait cette force collective, tu vois. Et ça, c'est vraiment un truc qui prend du temps. En plus de ça, on a des joueurs de talent, mais qui sont très jeunes. Donc ça forcément, ça prendra du temps. Ensuite, question de Mae qui dit Pedri et Gavi en double pivot avec Frenkie en 10, bonne idée. Non, je trouve pas, non. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Frenkie pour moi, il doit jouer en double pivot. À la limite, celui qui peut jouer à côté de lui et plus bas, c'est Pedri, même si Pedri, j'aimerais le voir plus haut. À ce moment-là, il faudrait mettre Gavi, mais Gavi, il est peut-être un peu jeune, je sais pas, mais je sais pas. Franchement, je sais pas. Franchement, ça me paraît. C'est une question complexe, on va dire, mais je sais pas si Pedri ou Gavi seraient les bonnes personnes pour jouer en double pivot. Pourquoi pas tester, je l'ai déjà dit, Frenkie Kessie en double pivot avec Pedri. Voilà, mais sinon, peut-être un double pivot plus Frenkie Gavi, tu vois, pour l'instant, parce que Gavi, il a beaucoup d'activité, peut avoir plus un jeu défensif. Pedri, il a beaucoup de créativité, plus que Gavi, donc ce serait bien qu'il joue plus haut. Ouais. Ensuite, on a Sharik Crossboy qui dit « Comment a-t-on fait pour perdre un match si facile ?» Ouais, c'est comme une défaite, hein. Comme d'hab, de toute façon, c'est les retours de trêve, c'est toujours compliqué. Déjà, de 1, l'arbitrage n'a pas aidé, évidemment, mais bon, voilà. Et en plus de ça, on est de retour aux affaires du Barça, hein, c'est-à-dire un jeu stérile, pas vraiment de danger, voilà, manque d'efficacité, voilà, et après on se fait punir. Sur la moindre chose, on fait des erreurs bêtes, on me donne un penalty, mais complètement idiot, mais voilà, c'est comme ça, c'est le Barça qu'on connaît depuis un certain temps maintenant. Ensuite, on a BKR Alilou qui me dit, premièrement, bonne année à toi frérot, merci à toi frérot, bonne année. Quel est le pire arbitre entre Gil Manzano et Matteo Laos? Franchement, c'est une bonne question. Je pense que le pire, c'est Matteo Laos, parce que Gil Manzano, c'est vraiment pro Madrid, on le sait, on a déjà vu les images et tout ça, c'est limite, si on l'a pas vu en vacances avec Benzema, c'est qu'il y a un problème. Mais voilà, mais en tant que mauvais arbitre, vraiment, c'est Matteo Laos, oui. Largement. Ensuite, Joseph qui dit match redonnant de l'espoir pour Rafinha, je trouve, par contre, pour en dessous, ça rend triste. Ouais, Rafinha, il a tenté des choses, mais sans grande efficacité, donc peut-être que, je sais pas si ça va l'aider psychologiquement, mais bon, c'est en tout cas encourageant pour lui, on va dire, même si, bon, pas être vraiment satisfait de son match, mais comme tu dis, il peut y avoir de l'espoir, ouais. Ansu Fati, ça rend triste, ouais. Ansu Fati, ça reste une grande interrogation. Il y a Bad Zonyang Line aussi qui dit Ansu Fati n'a pas le poids pour le numéro 10, ouais, c'est ce qui ressort un peu, c'est la pression, tout ça. Donc, est-ce que Ansu Fati, il faut faire quelque chose avec? Est-ce qu'au bout d'un moment, il faut le prêter? Il faut faire quelque chose comme ça? Ça me paraît bizarre de dire ça, mais au bout d'un moment, si Ansu Fati n'y arrive pas, et vu la forme qu'il a, je sais pas si on peut le vendre vraiment, mais au moins le prêter, je sais pas, prêter 1 an dans un plus petit club qui joue bien au football, qui joue petit club, tu m'as compris, mais bon, le Betis Séville, des clubs de Liga comme ça qui sont en dessous du Barça, quoi, où il y a moins de pression. Betis Séville, Celta Vigo, j'en sais rien, il y en a sûrement d'autres, mais peut-être pas Séville, tu vois, mais un peu en dessous comme ça, qui ait moins de pression, qui se libère un peu, qui prennent plus de plaisir à jouer au football sans avoir cette pression-là, et peut-être qu'après il reviendra bien, j'en sais rien. Franchement, ça commence à me fatiguer, l'histoire en dessous Fatima. Ensuite, autre question de Diabs76 qui a posé beaucoup de questions. Il a dit on peut reprocher à l'arbitre, mais Xavi a aussi sa part de responsabilité. L'équipe doit être tueuse, ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. On a parlé d'arbitrage, mais évidemment que le Xavi est responsable. Xavi est responsable de l'équipe, de toute façon, c'est lui le coach, donc il est le premier responsable. Après, les joueurs, hein, c'est comme ça, de toute façon, tout le monde est responsable, les gars, hein, je pense. Je veux pas minimiser le manque de, faut dire, qualité ou de, je sais pas, de consignes, de qualité de consigne, je sais pas comment dire ça, mais de Xavi, mais c'est quand même, on le voit, franchement, on l'a vu même dans le dernier documentaire sur le Barça. Xavi, quand Pedri il marque ses buts, et il a dit, ouais, en plus Xavi il m'a dit de plus tenter, de plus oser de tirer, et ça a marché, c'est bien. Et il rentre au vestiaire et Xavi il lui tape sur la tête, il dit tu vois quand tu tires, quand tu oses, ce que ça fait, tu vois, tu peux marquer. Frère, il a oublié ça. La saison dernière, on le voyait, il commençait à tenter plus de frappes, le Pedrito. Des fois, il est dans une position, frère, il veut pas frapper. Donc, au bout d'un moment, tu vois, oui, Xavi est responsable, et le premier responsable, comme je l'ai dit, mais les joueurs, il serait temps de se libérer, d'oser, de tenter, comme je l'ai dit, hein, d'être plus dangereux. Au bout d'un moment, Pedri, il frappe jamais, frère. Alors, c'est pas on fait pas 3 frappes par match non plus, je le sais bien. Il y a des frappes dans le match, mais t'en as qui osent pas assez, quoi. Il y en a qui osent pas assez. Pedri, il a une très bonne frappe en plus. Frenkie, il a une bonne frappe aussi. Quand il joue
plus haut, il tente jamais. Regardez le but qu'il met contre Naples la saison dernière en Ligue Europa. Le gars, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête d'un coup, il s'est poussé des... Je sais pas, le gars il arrive, il porte le ballon, il arrive à l'entrée de la surface, il lève les yeux, allez je vais mettre une lucarne, et il met une lucarne, et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Alors oui, tu peux pas mettre des buts comme ça tout le temps, évidemment, parce que c'est des buts très jolis, mais pourquoi tu n'oses pas plus souvent comme ça? T'es en position de frappe, les mecs sont en position de frappe, ils frappent pas. Le seul qui tente de frapper c'est Dembélé, mais le gars tue à chaque fois un spectateur quand il tire, et l'autre c'est Lewandowski. Après les autres c'est par intermittence, c'est vraiment pas fou quoi, c'est vraiment pas fou. On pourrait parler des problèmes du Barça de toute façon en attaque pendant des heures je pense, donc on va passer à l'autre question de Diabs toujours, qui dit frère avec cette manière de jouer on espère gagner la C3, je suis désolé, non c'est sûr, c'est pas forcément la manière de jouer je pense, je sais pas, comme je l'ai dit, faudrait analyser plus profondément, j'ai pas j'ai pas la tête assez fraîche pour te répondre comme ça du tac au tac, mais évidemment si on joue comme on a joué hier les gars on peut pas gagner la Ligue Europa, ça me paraît évident. Maintenant est-ce que c'est vraiment la façon de jouer ou est-ce que c'est les joueurs qui sont trop stéréotypé en fait, c'est trop comme je l'ai dit hein, je pense pas que Xavi ses instructions, ses indications aux joueurs, ses consignes, ça soit de faire tourner la balle pendant 3 heures et de rien tenter quoi. Je pense pas que quand même, je veux dire je suis pas à l'intérieur des vestiaires les gars, mais je pense pas que Xavi ils disent les gars vous faites tourner le ballon et surtout n'osez pas frapper parce que on pourrait marquer, donc non. Gardez juste le ballon, et voilà, non. Là, t'arrives, Xavi, lui, le problème qu'il disait, c'était que le Barça perdait trop de ballons. Alors, dans un premier temps, il fallait éviter de perdre la balle, tout ça, mais il faut pas rester bloqué dans ces trucs d'arrivée de Xavi, quoi. Xavi, il est arrivé, il a dit, faut qu'on évite les pertes de balles bêtes, en fait. Donc, qu'on garde le ballon, qu'on arrive à garder le ballon et tout ça, mais au bout d'un moment, frère, faut aussi passer à autre chose. Maintenant qu'on sait garder le ballon, on avance. On tente des choses, maintenant il faut tenter les dribbles, tenter de la déstabilisation de l'adversaire, de la défense adverse. Il faut tenter des percées par le dribble, tenter des fois au cœur du jeu comme ça, quand Pedri il a les capacités techniques, même Gavi, je suis désolé, mais il a les capacités pour moi techniques pour le faire, mais tu peux tenter des dribbles, et au cœur du jeu comme ça, tu vas provoquer un joueur, tu vas le dribbler, tac, tu fais un crochet, tu le dribbles, voilà, t'en passes au moins un. T'as le deuxième déjà, t'as un joueur en moins, ça déstabilise la défense, t'as le joueur qui marquait, je dis n'importe quoi, Lewandowski qui va sortir sur Pedri, Lewandowski fait l'appel, tu la passes à Lewandowski. C'est tout, genre, très simple en fait, c'est très simple, il faut juste essayer, je dis pas que moi j'arriverai à le faire, mais les mecs, je veux dire, quand je vois les qualités sur le terrain, je veux dire, ils sont pas capables de dribbler. Non, je suis désolé, non, ils sont capables de dribbler, ils ont les qualités techniques pour le faire. Les mecs, ils jouent au Barça, je suis désolé, donc ils peuvent le faire, mais ils n'osent pas en fait le faire. Et tant qu'on jouera comme ça dans une possession stérile, bah forcément, on peut pas espérer grand chose. Ça c'est clair. Dernière question donc, Frenkie de Jong mérite mieux. Tu ne penses pas qu'il devrait aller voir ailleurs? Bah, je sais pas, hein, c'est la grande question. J'ai envie de dire, pour moi, le plus gros problème après Frenkie mérite mieux. Bon. On est le retour les gars, on va pas non plus commencer à pleurer sur Frenkie, je veux dire, on l'a assez fait sur l'année 2022, je pense. Il y a eu pas mal de supporters qui s'en sont chargés. Oui, Frenkie, des fois, il a eu des traitements, machin, mais hier, il était titulaire, frère, on va pas commencer à pleurer sur lui. Alors oui, il sort, peut-être que c'est Pedri qui aurait dû sortir, ça, je suis d'accord, mais il prend un rouge, Xavi, il tente un truc, il le sort, bon, voilà, c'est pas non plus un... Oui, il aurait dû sortir Pedri, il est cramé. Après Pedri, j'espère qu'il jouera pas là, j'espère qu'il jouera pas en Coupe d'Espagne parce qu'au bout d'un moment faut arrêter les conneries, faut faire un peu plus tourner les joueurs, mais on va pas pleurer sur Frenkie, il était titulaire, il a fait son match, il a fait un bon match, j'ai pas la larme à l'œil pour Frenkie, ouais, ça ne me vient pas. Après est-ce qu'il mérite mieux? Bah peut-être, je sais pas, là comme ça, je sais pas, autant cet été oui on pouvait dire il y avait des trucs avec Frenkie, il voulait qu'il parte plus ou moins, il voulait le pousser vers la sortie pour choper un autre joueur, ce que je peux comprendre en fait, hein, parce que en fait moi c'est mon plus gros problème avec Frenkie, c'est que pour moi il peut pas jouer vraiment, il peut pas montrer, c'est pas qu'il peut pas jouer, c'est qu'il peut pas montrer ses pleines capacités seul en 6, faut qu'il joue en double pivot, et en milieu relayeur, pour l'instant il devrait jouer en milieu relayeur, mais le problème c'est que s'il joue en milieu relayeur, qui joue en 6? Busquets. Et on aurait eu le même problème, Busquets c'est le banquillo, Busquets il doit pas jouer, ouais, je suis d'accord, mais du coup tu mets qui? Me dites pas que Kessie est seul en 6, parce que Kessie est seul en 6, non, déjà, et non, à la limite en double pivot comme j'ai dit avec Frenkie, mais voilà, et vu qu'on joue pas en double pivot, c'est toujours le même problème, est-ce que Frenkie, voilà, soit on met Frenkie en 6, et à côté, bah, pour l'instant on joue avec Gavi, Pedri, ou de temps en temps Busquets, Frenkie, Pedri, ou Gavi, de temps en temps on fait tourner quoi, en fait notre milieu. Si dans un monde idéal tu fais venir par exemple Bernardo Silva au milieu, tu me mets un milieu Frenkie, Bernardo Silva, Pedri, je valide, mais si Frenkie
il est pas... Si les gars, si, imaginez, si Frenkie jouait seul en 6, et d'un coup, on verrait un Frenkie beaucoup plus neutre, beaucoup plus basique. Il se projetterait beaucoup moins devant, en attaque. Il resterait vraiment en 6. Il passerait son temps juste à faire du pressing, à faire des passes, tout ça. Et on aurait d'un coup les mecs sur Twitter seraient là, Free Frenkie, on sent un Frenkie qui est triste et qui se projette plus comme avant. Bah ouais, mais c'est normal, il joue en 6. S'il doit jouer comme Busquets, on va dire, hein. Même si je sais, le but n'est pas de trouver le nouveau Busquets, même si, parce que ce n'est pas possible, c'est comme trouver le nouvel Iniesta, voilà, on parle de Pedri, mais Pedri sera peut-être pas comme Iniesta a été à part, c'est comme essayer de trouver le nouveau Messi, frère, ça n'existe pas, c'est tout, trouver le nouveau Xavi, avoir un mec comme ça, c'est des années de football et d'intelligence de jeu hors du commun, tu vois. Qualité de passe, de vision de jeu, c'est difficile de remplacer. Il y en a qui veulent, leur rêve c'est que Gavi remplace Xavi, mais Gavi n'est pas du tout le même joueur que Xavi. Ça sera jamais Xavi, hein, Gavi. Pas du tout le même profil, quoi. Donc voilà, et vouloir que Frenkie fasse pareil que Busquets, c'est pas ses capacités, mais si on avait un Frenkie seul en 6, eh ben, tu peux être sûr qu'il y aurait des mecs qui se plaindraient, qui pleureraient, qui viendraient dire Frenkie, il est triste, on le sent moins bien, je préférais quand il se projetait. Faudrait savoir. Tu veux qu'il joue en 6 ou tu veux qu'il joue en 8, frère? Ou tu veux qu'il joue double pivot? Mais nous, on joue pas en 4-2-3-1, frère. Par moment, on va jouer. Par moment, on joue en 3-4-3, il y a un double pivot, on l'avait déjà vu cette saison. Je sais pas quoi vous dire, voilà. C'est tout. C'est des débats sans fin, en fait. On pourrait parler de ça pendant 3 jours d'affilée, qu'on en reviendrait toujours au même. De toute façon. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, les amis. C'est une très longue vidéo. Je vous souhaite encore une fois une bonne année. On se retrouve demain, les amis. Demain, je vais sortir une petite vidéo spéciale normalement. Je vais aller à l'entraînement ouvert au public. Donc, j'essaierai de faire une petite vidéo, de filmer tout ça et je sortirai la vidéo dans la journée histoire de montrer un peu comment ça se passe, l'ambiance. Ça peut être sympa et ça change un petit peu. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne année encore une fois, une bonne journée et à demain. Ciao.